Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous propose d'aborder aujourd'hui le réglage d'un correcteur PI au travers d'un exemple avec MATLAB et Simulink. Donc pour ce faire, je vais faire un petit rappel sur le correcteur proportionnel intégral. Donc on va considérer le schéma fonctionnel d'un système. Voilà, donc ici sur ce système qu'on va régler, on retrouve donc ici la consigne, notre correcteur C2S, le système à corriger, l'arrivée de la perturbation, le signal de sortie, avec ici la chaîne de retour qui se symbolise donc par la fonction transfert HS. On prendra pour simplifier un retour unitaire et le signal de retour. Donc ensuite ici on a le signal d'erreur qui est donc le résultat de la comparaison de la consigne au signal mesuré. Alors qu'est-ce que c'est un correcteur proportionnel? C'est un correcteur qui est tout simplement un simple amplificateur de gain réglable Kp. Sa fonction de transfert, c'est C de S égale Kp. Il est à noter que j'utiliserai la notation S et non P pour la transformer de la place. Donc l'action proportionnelle crée un signal de commande U de T proportionnel au signal d'erreur. Donc U de T égale Kp epsilon de T. Epsilon de T étant la notation de l'erreur en un instantané. Quel est l'effet de l'action du correcteur proportionnel? Il va permettre de jouer sur la vitesse de réponse du procédé, et plus le gain sera élevé, plus la réponse va s'accélérer, l'erreur statique va diminuer en proportionnel pur, mais plus la stabilité va se dégrader. On sent là qu'il va y avoir un dilemme stabilité-précision. Donc il faudra trouver un bon compromis entre vitesse et stabilité. Quel est l'effet du correcteur? Bon, si on regarde d'un point de vue fréquentiel et sur la boucle ouverte et d'un point de vue temporel sur la fonction transfert de la boucle fermée, on voit ici que lorsqu'on a donc dans un premier temps ici, c'est notre fonction de transfert à corriger. Donc ici on retrouve sa courbe de gain, sa courbe de phase et ici sa réponse temporelle. On voit que si on translate le gain Kp vers des valeurs inférieures à 1, on va donc augmenter la marge de phase, mais par contre, on s'aperçoit ici que si on diminue donc Kp, eh bien, on va avoir une erreur statique de plus en plus importante. Au contraire, si on augmente Kp, on s'aperçoit qu'on amène du gain en basse fréquence, d'accord? Donc ce gain en basse fréquence va donc améliorer la précision. On voit que le système, par rapport à l'échelon de consigne de 1, devient de plus en plus précis. Mais par contre, on perd ici en stabilité. On voit qu'ici, on diminue en stabilité, qui se traduit ici par ces oscillations, avec un dépassement de plus important. En conclusion, donc, si on augmente Kp, on diminue bien l'erreur, mais attention, on diminue bien l'erreur, on diminue la marge de phase. Donc, Kp supérieur à 1, on translate le diagramme de Bode vers le haut, donc on améliore la précision puisqu'on amène du gain en basse fréquence. On augmente la bande passante, alors ça c'est vrai, je ne l'ai peut-être pas précisé, vous voyez ici qu'on augmente notre bande passante. Donc si on augmente la bande passante, on augmente la rapidité du système. Par contre, on diminue la marge de phase, donc on dégrade la stabilité en basse fréquence. Kp inférieur à 1, on translate le diagramme de Bode vers le bas. Donc on diminue oméga C0, la bande passante, donc on diminue la rapidité, on augmente la marge de phase et on améliore la stabilité. Alors on voit que le correcteur proportionnel n'est pas suffisant, il faudra introduire un autre correcteur. Et ce correcteur, c'est le correcteur intégral que je vais vous présenter maintenant. Alors le correcteur intégral, il va introduire un intégrateur qui va ajouter un pôle nu à la fonction de transfert en boucle ouverte. Donc sa fonction de transfert, C de S est égale à 1 que divise S sur TI. Donc l'action intégrale crée un signal de commande U de T qui est l'intégrale du signal d'erreur. Donc quel est l'effet de l'action I? Cette action intégrale permet d'annuler l'erreur statique. Vous apercevez ici que lorsque je suis dans le domaine des basses fréquences, j'ai donc introduit une pente à moins 20 dB par décade. Donc ça veut dire qu'ici, j'amène du gain dans le domaine des basses fréquences. Mais comme j'ai 1 sur STI, ça veut dire que j'ai moins pi sur 2, j'ai 1 sur J oméga, donc c'est moins pi sur 2.
Par conséquent, je vais décaler ma phase de 90 degrés et je m'aperçois que lorsque je vais passer donc avec mon correcteur intégral, eh bien, je vais diminuer ma marge de stabilité. Autre chose, plus l'action intégrale est élevée, c'est-à-dire TI peut T, plus la réponse s'accélère et plus la stabilité se dégradera. Donc il va falloir trouver un compromis entre vitesse et stabilité à nouveau. Donc on va regarder l'effet de ce correcteur par rapport à la réponse fréquentielle de la fonction de transfert en boucle ouverte et de la fonction de transfert en boucle fermée. Donc ici, si on retrouve notre système non corrigé, voilà, sans correcteur, donc on voit que ce système nécessite l'introduction d'une action intégrale pour éliminer l'erreur statique. Donc si on part avec un correcteur TI élevé, donc ça veut dire 1 sur TI faible, on voit qu'au niveau de la marge de phase, ben, c'est plutôt positif. Par contre, le système, il est plutôt lent, il est plutôt mou à répondre. Si on part avec un TI faible, donc on va être beaucoup plus précis dans le domaine des basses fréquences. Par contre, ben on s'aperçoit qu'on dégrade la marge de phase et on voit donc ici en rouge la réponse temporelle sur la fonction de transfert en boucle fermée. Conclusion, attention au choix de 1 sur TI pour ne pas trop dégrader la marge de phase. D'accord? Si je prends un TI trop faible, ben je dégrade ma marge de phase avec les conséquences que ça a sur la réponse temporelle. Il suffit de regarder la courbe rouge. Ensuite, que peut-on dire de plus? C'est que lorsqu'on introduit un intégrateur, on va donc annuler l'erreur statique, donc diminution de l'erreur de vitesse si le système est non corrigé de classe 0. D'accord? Classe 0, ça veut dire que dans la fonction de transfert, il n'y a pas il n'y a pas d'intégrateur et qu'il n'y a pas de S qui est en facteur au niveau du dénominateur. On a un rejet asymptotique des perturbations constantes. On va donc diminuer la pulsation de coupure, qui se traduit par une diminution de la rapidité du système en boucle fermée. Pensez à la réponse verte de tout à l'heure, sur le slide précédent. On va donc provoquer un ralentissement du système, réduire la marge de phase, donc dégradation de la stabilité. Conclusion, le correcteur intégral ne pourra pas être associé tout seul. Et ce correcteur n'améliore que la précision. Les autres performances sont dégradées. C'est pourquoi il n'est jamais utilisé seul. Ça, c'est important à retenir. Alors, on va faire une combinaison d'un correcteur P et d'un correcteur I, parce qu'on va combiner les deux actions. Donc, cette fonction de transfert du correcteur PI est très utilisée dans l'industrie. Voilà, donc elle se présente sous la forme suivante. Ici, on retrouve le gain proportionnel et ici, on retrouve donc l'action intégrale. On regarde un petit peu le dosage. Si on envoie ici un échelon au niveau de l'erreur, on voit que ici, j'ai l'effet proportionnel et là, j'ai l'effet intégral avec cet effet mémoire qui est la particularité donc, du correcteur intégral. Donc ce correcteur a pour objectif de tirer profit des avantages de l'effet I sans ses inconvénients. Donc quelle est l'idée? On va utiliser l'avantage de l'intégrateur en basse fréquence pour avoir une précision la plus importante possible. Donc ça veut dire une erreur statique nulle. L'intégrateur ne devra pas avoir d'effet dans les fréquences élevées, en particulier dans la région du point critique. Or ça nous donne déjà une stratégie en termes de méthode de réglage. C'est-à-dire qu'on va commencer à régler le P pour ensuite à régler le I. On voit là la réponse de la fonction de transfert en boucle ouverte et la réponse temporelle en boucle fermée. Donc on retrouve des choses assez classiques. Si vous avez un TI élevé, bon, vous avez effectivement une bonne marge de phase, bonne stabilité. Par contre, vous avez donc le système qui est lent. Vous voyez ici, le système par rapport à l'échelon de consigne commence à corriger, puis finit par corriger, mais de façon assez lente. Ici, on voit qu'il met 70 secondes pour répondre de façon correcte par rapport à l'échelon de consigne. Si on a un TI faible, le système va répondre de façon un peu plus rapide, et il sera un peu plus nerveux, il va venir solliciter un peu plus le préactionneur, donc ça c'est un petit peu la limite, et on le voit ici, hein, par l'élargissement de la bande passante, mais aussi par l'augmentation du gain en basse fréquence, donc on est précis là un peu plus. Mais attention,
ouais, on risque de déstabiliser notre système. Donc TI faible, si TI est faible, 1 sur TI est élevé, donc on a bien un gain fort aux basses fréquences, d'accord? On annule bien l'erreur statique. Attention à ce choix, parce que si on a un TI faible, on risque de dégrader notre marge de phase et de devenir instable. Et enfin, un TI élevé, donc un 1 sur TI faible, ben, ça correspond à une réponse, comme on le voit ici sur la réponse verte, qui est plutôt lente. Hein, on dit qu'on ramollit le système, la réponse du système. Donc, conclusion, hein, introduction d'intégrateur, gain infini, erreur statique nulle. Pour caper, donc voilà, modifier. On reprend, je reprends ce que je viens de dire précédemment. Alors, il faudra faire attention, c'est lorsqu'on va positionner un correcteur intégral, on va commencer à régler le proportionnel, et quand on va régler la partie intégrale, il ne faudra pas venir modifier la marge de phase. Donc, pour ce faire, il faudra prendre 1 sur TI inférieur à oméga C, très inférieur à oméga C0, donc on prend un facteur de 10, à savoir une décale. Alors, pour ce faire, on va prendre un petit exemple. On va faire, dans un premier temps, une méthode analytique, puis ensuite, on va utiliser MATLAB et, pour finir, Simulink. On va considérer le système à commander suivant. Donc, on trouve G de S, la fonction de transfert, 1 que divise en plus S facteur de 1 plus 0,125S. Le 0,125, c'est 1 sur 8. Hein. Le système de commande, avec donc, le correcteur proportionnel intégral. Le cahier des charges. Donc, je dirais, on va faire simple, on va prendre 3 éléments du cahier des charges. Erreur statique nulle, dépassement inférieur à 30% et temps de réponse. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est respecter le cahier des charges. Le cahier des charges, il présente une erreur statique nulle. Il y a un dépassement inférieur à 30% et un temps de réponse. On va utiliser, comme on a un système du second ordre, on va se ramener un petit peu aux abacs du second ordre. Pour ce faire, on va d'abord calculer la fonction de transfert. Hein. La fonction de transfert, comme je suis à retour unitaire, c'est assez facile. D'accord? Donc là, si on analyse cette fonction de transfert, on voit que le système ne possède pas d'intégrateur. Donc, comme il ne possède pas d'intégrateur, puisque S n'est pas un facteur au niveau du dénominateur, j'aurai donc une erreur statique. Le système présente deux pôles réels négatifs, S égale moins 1 et S égale moins 8, donc le système est stable. Donc la fonction de transfert en boucle fermée non corrigée, c'est HBO sur 1 plus HBO, voilà son expression. On peut tracer très rapidement à l'aide de l'outil MATLAB et de l'interface LTView les deux fonctions de transfert respectives. Donc il n'y a pas de difficulté particulière à ce niveau-là. Alors, quelque chose qui est important, c'est comment on utilise les abacs du second ordre. Donc si on a un abac de ce type, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va, mettons, se fixer un dépassement. Si je me fixe un dépassement, ben, ça veut dire ça m'impose ma marge de phase et mon facteur d'amortissement. Du coup, quand j'ai mon facteur d'amortissement, je peux en déduire l'expression de la pulsation que multiplie le temps de réponse. Et ça, ça m'aide grandement par rapport à mon cahier des charges. Donc nous, on a vu que notre système ne possède pas d'intégrateur dans la fonction de transfert, donc il faut introduire un intégrateur dans la fonction de transfert en boucle ouverte. Donc l'idée, c'est d'utiliser un correcteur intégral. Ensuite, on voit qu'on veut un dépassement inférieur à 30%. Si je reviens ici, si je veux un dépassement inférieur à 30%, ben je vois qu'il faut que ma marge de phase soit supérieure à 40%. Donc on va prendre une marge de phase de 45 degrés. Si je prends une marge de phase de 45 degrés, vous voyez, j'ai à peu près un facteur d'amortissement de 0,4. Et donc, ici, je retrouverai la relation qui lie la pulsation au temps de réponse. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'introduise un correcteur proportionnel pour remonter ma phase. Bilan, on va utiliser un correcteur proportionnel intégral. Donc, méthode 1, on va régler le proportionnel par rapport à la marge de phase. Et ensuite, on fera en sorte que l'intégrale ne vienne pas modifier cette marge de phase. Donc, première étape, je vais régler mon proportionnel pour avoir ma marge de phase. Et ensuite, j'en déduis le TI. Donc, pour rappel, la marge de phase, ça caractérise l'écart de phase par rapport à 180 lorsque le gain du système en boucle ouverte est égal à 1, qui correspond à 0 dB. Donc, on va appeler la phase phi oméga C0 et la pulsation oméga C0 correspondante. Donc, on va pouvoir écrire que la marge de phase, c'est 180 degrés plus
la phase à la pulsation oméga C0, qui est caractérisée par le fait que le module de la fonction de transfert en boucle ouverte est égal à 1, à savoir 0 dB. Donc l'expression de la marge de phase pour notre système, alors je rappelle qu'on est sur un système qui est de la forme 1 que divise à plus JB. Donc pour retrouver la phase, il suffit de dire c'est arctangente de B sur, moins arctangente de B sur A. Donc si je prends le premier, hein, c'était la fonction de transfert, c'était 1 que divise S plus 1, que multiplie 1 plus S que divise 8, donc ce sera 180. Donc la phase ici, moins arctangente B sur A, donc oméga C0 que divise 1, moins arctangente oméga C0 sur 8, c'est égal à 45. Donc à partir de là, nous on veut une marge de phase donc, de 45 degrés, 180 là, ici moins 45, ça fait 135 degrés. On en déduit donc une équation du second ordre. Cette équation du second ordre, on va la résoudre, on va calculer le discriminant, et on prendra que la valeur positive de la pulsation, on trouve 10 radians par seconde. Donc cette pulsation, on va devoir vérifier que le module, la fonction de transfert corrigée, le module de la fonction de transfert corrigée soit égal à 1. Donc quand on remplace la valeur de la pulsation ici, on a déduit le gain qui est de 16,22. On regarde ici ce qui se passe. On voit donc, on a tracé en bleu la fonction de transfert en boucle ouverte et en rouge la fonction de transfert corrigée avec un correcteur proportionnel. On voit bien ici que nous avons une marge de phase qui est voisine de 45 degrés, donc ça c'est plutôt positif. On voit que le fait qu'on ait augmenté le gain proportionnel, eh bien, on gagne au niveau de la précision puisqu'on augmente le gain. Donc la phase, j'ai dit, donc le système est stable. Et enfin, on s'aperçoit que le fait d'augmenter la valeur de Kp supérieure à 1, on élargit ici bien la bande passante, donc la rapidité du système. Donc toujours, hein, précision, rapidité, stabilité. Après, on verra le dilemme stabilité-précision. Au niveau temporel, donc en bleu, toujours la fonction de transfert non corrigée, et en rouge, la fonction de transfert corrigée. Donc on voit ici, lorsqu'on a une réponse en échelon, l'erreur statique du système sans correcteur, l'erreur statique du système avec le correcteur proportionnel, avec une augmentation de Kp supérieure à 1. Donc on diminue bien l'erreur statique. On voit bien qu'on a une diminution très conséquente de l'erreur statique, qui se traduit par un dépassement. Ensuite, on regarde le temps de réponse sans correcteur. Voilà le système, comment il répond sans correcteur. Et avec le correcteur proportionnel, donc on a augmenté la rapidité du système. Voilà, le temps de réponse avec le correcteur proportionnel, ici. Et enfin, on voit ici apparaître le dépassement avec le correcteur proportionnel. Voilà. Donc, on note une diminution de l'erreur statique et du temps de réponse par le fait d'avoir introduit un correcteur proportionnel de gain supérieur à 1. Méthode 2. Alors, c'est une méthode graphique. Donc, on va regarder sur le diagramme de Bode. Nous, on sait qu'on veut une marge de phase de 45 degrés. Donc, ça voudra dire qu'il faut que ma phase soit égale à moins 135. Puisque je rappelle que la marge de phase, c'est 180 moins la phase. Pour avoir 45, il faut que la phase soit égale à moins 135. Donc on va tracer la droite et on va regarder quand est-ce qu'elle coupe la courbe de phase et on va noter la pulsation de coupure. Donc nous, on a vu que c'est 10 radians par seconde. On va noter le gain correspondant qui est de moins 24,2 dB. Et comme la marge de phase est obtenue pour un gain de 0 dB, on voit qu'il faut augmenter le gain de plus 24,2 dB. Donc à savoir, 20 log de 10 de Kp égale 24,2, on en déduit Kp qui est égal à 10 exposant 24 que divise 20, ce qui nous fait 16. Donc si on augmente la valeur de gain Kp, le système risque d'être instable, ça j'ai déjà dit. Le gain optimum sera donc un compromis entre la stabilité et les autres performances. Alors, voyons ici maintenant, résumons ce qu'on vient de voir. On trace donc à moins 135 notre courbe pour avoir notre marge de phase de 45 degrés qui nous donne notre pulsation. Voilà, donc là, j'ai tracé, moins 135, je suis tombé ici pour avoir ma marge de phase de 45, j'ai ma pulsation, et pour que ce soit
la marge de phase, il faut savoir que la courbe de gain doit passer à 0 dB. Or, je vois que ma courbe de gain ne passe pas à 0 dB, puisque à oméga C0 égale 10 radians par seconde moins 1, je suis à moins 24,2 dB. Donc si je suis à moins 24,2, il va falloir que je translate cette courbe de 24,2 dB, à savoir un gain de 16. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Sinon, vous revenez sur le slide 24 pour revoir la démarche. Or, l'action intégrale ne doit pas modifier notre marge de phase. Elle est nécessaire pour disposer d'une erreur statique nulle. Donc on sait, nous, que le correcteur intégral introduit une phase de moins 90 degrés. Donc il faut faire en sorte que la phase du correcteur proportionnel intégral soit revenue à 0 sur la zone de la marge de phase. Par conséquent, on va positionner 1 sur TI inférieur à oméga C0 sur 10. Donc du coup, là, ça nous donne TI supérieur ou égal à 1, puisqu'on a oméga C0 qui égale 10, je rappelle. Voilà. Donc on va se prendre par exemple un TI de 2. Et là, on voit donc ici, j'ai donc mis les trois représentations, donc à savoir HBO en bleu, ensuite HBO avec le correcteur proportionnel et le correcteur intégral. Donc on voit que le fait qu'on ait mis un correcteur intégral, ça vient ici jouer sur le gain en basse fréquence, et on vient éliminer l'erreur puisqu'on augmente le gain, donc on est plus précis. On a ici notre marge de phase. Comme on a fait attention de se positionner, que la phase du correcteur proportionnel, elle a tendance, elle fait ça. Elle fait comme ça. Donc il faut qu'elle soit revenue, si vous voulez, vers 0, ici. Si par exemple je mettais mon correcteur intégral comme ça, il reviendrait vers là, donc du coup il modifierait ma marge de phase. Il faut que la phase du correcteur soit revenue à 0 avant la pulsation oméga C0, ce qui est le cas. Voilà, donc on voit ici le temps de réponse, la bande passante, donc le temps de réponse. On voit la réponse temporelle. Donc ici, l'erreur avec la fonction transverse en boucle fermée, donc c'est la réponse temporelle par rapport à un échelon de consigne. Donc je vois mon erreur. Donc ensuite, je regarde l'erreur par rapport à la réponse avec un correcteur proportionnel. Vous voyez que j'ai diminué l'erreur, mais il y a toujours une erreur qui persiste. Par contre, si j'introduis donc un correcteur intégral, donc proportionnel intégral, eh bien, je vois ici que l'erreur, elle est nulle. On voit aussi comment se comporte le temps de réponse en fonction du système. Donc non corrigé, hein, voilà, j'ai la première valeur, deuxième valeur et troisième valeur. Donc je suis toujours inférieur à mes 1,5 secondes. Et je vois aussi en haut que mon dépassement, il est bien inférieur à 30%. Donc j'ai respecté mes trois critères, à savoir le temps de réponse de mon système avec le correcteur proportionnel intégral. Donc c'est ici le jaune. Je vois qu'ici, la dernière fois qu'il tangente, c'est là, donc c'est inférieur à 1 seconde. Moi j'avais demandé 1,5. Il fallait que je sois inférieur à 1,5, donc ça c'est bon. L'erreur, elle est bien nulle, et j'ai un dépassement inférieur à 30%. Donc j'ai bien respecté mes trois critères du cahier des charges, mes trois exigences du cahier des charges. Alors maintenant, on va, pour se faire utiliser MATLAB, donc il y a une toolbox qui s'affiche là, ici, qu'il faut installer, et qui va nous permettre en fait de faire sans calcul rapidement le choix du correcteur. Alors ça c'est bien, mais il faut quand même avoir quelques notions théoriques pour savoir ce qu'on fait avec le logiciel. J'insiste. Donc une fois qu'on a lancé cette toolbox, hein, System Designer, OK, là, de Locus, là, Design, pardon, on a nos fonctions transfert qui apparaissent comme ça. Donc C, ben, c'est notre correcteur. G, c'est la fonction transfert des systèmes, ça c'est le feedback. Et F, moi je ne l'ai pas donné, on va considérer que c'est égal à 1. Donc nous on avait posé H égale 1, et C c'est la fonction de transfert donc du PPI, et ensuite ici notre système. Donc je rappelle, F de S égale 1, voilà, la fonction de transfert du correcteur, la fonction de transfert de G, et H, parce que j'ai pris un retour unitaire. Une fois qu'on a fait ça,
On va commencer par le correcteur proportionnel. Donc voilà, c'est ce qu'on lui dit, ce qu'on dit ici. On va considérer donc C égale Kp, et on donne une valeur, bon j'ai donné là une valeur 16, mais je vais voir comment je peux l'obtenir. Alors comment on va faire? On va ici déplacer, alors on a ici la fonction de transfert du correcteur, on a la réponse de mon système, donc fréquentiel, ici par rapport au placement d'épaule, et là, ici, par rapport à la réponse temporelle. Donc qu'est-ce que ça consiste à faire? Ça consiste à déplacer ici, déplacer mes pôles, jusqu'à obtenir la marge de phase souhaitée, et vérifier le dépassement. Donc je m'aperçois que en déplaçant ici, comme ça mes pôles, je vais régler ma marge de phase, donc mon dépassement. Donc je vois que là, je viens de régler mon correcteur proportionnel et j'ai trouvé 16 en le faisant de façon manuelle. Voilà. Donc je vois qu'il persiste toujours une erreur et par conséquent, un réglage proportionnel n'est pas suffisant. Il faut que j'introduise un proportionnel intégral, correcteur PI. Donc moi, ici, je vais venir ici, je vais faire un clic droit. Je vais demander d'ajouter un pôle et un 0 et de type intégrateur. Et lui, il va me proposer aussitôt un correcteur PI, d'accord, de ce type, qui vient s'afficher. Et la première valeur qu'il peut me proposer, je peux venir le dire ici, ou il me fait une première proposition, mais je peux la changer. Donc il me propose donc ce correcteur, cette forme de correcteur. Et je regarde maintenant, est-ce que c'est satisfaisant? Donc ici, je rappelle donc que je vois ma marge de phase. Ici, je vous rappelle que je vois donc le dépassement. J'ai le temps de réponse, donc tout est bon en termes de temps de réponse. Donc on va prendre le premier critère, enfin la première exigence du cahier des charges. On voit bien qu'on a une erreur statique nulle, du fait qu'on a introduit un correcteur intégral. Ensuite, on regarde notre marge de phase, elle doit être de 45 par rapport au dépassement. Donc je vois bien qu'ici, je dois avoir un dépassement inférieur à 30%, donc je respecte ça. Et enfin, je suis bien inférieur en temps de réponse à 1,5 secondes. Donc, j'ai respecté mon cahier des charges. L'erreur statique, le dépassement et le temps de réponse. Et voilà, et lui, en faisant ça, si vous connaissez votre fonction de transfert en boucle ouverte, que vous avez pu identifier par des méthodes classiques, et bien MATLAB, quand vous rentrez ça, avec cet outil, vous pouvez donc calculer votre correcteur. Donc il faut bien installer cette toolbox. Maintenant, autre proposition avec Simulink. Donc pareil, il faut avoir donc, la toolbox Simulink et on verra comment on peut faire avec la fonction PID. Donc on va saisir notre schéma fonctionnel sous Simulink. Alors c'est bien parce que c'est graphique. Je vais retrouver donc mon bloc PID, ma fonction de transfert de mon système, ici ma perturbation, d'accord, mon retour, mon feedback, mon retour unitaire, ma consigne, et je peux observer avec un scope. Donc là, j'ai mis un multiplexeur, donc rien de bien extraordinaire. Donc il va suffire de cliquer après sur le bloc PID Tuner, là, ici, pour effectuer les réglages de façon automatique et interactive du proportionnel intégral. Donc voilà, une fois que j'ai cliqué sur ce bloc ici, qu'est-ce qui va se passer? Cette fenêtre va s'ouvrir. Donc, on va me proposer un type de correcteur. Moi, je vais prendre un correcteur idéal, je peux prendre un correcteur parallèle. Voilà, il me fait une proposition. Donc là, sur l'action dérivée, je n'en parlerai pas sur cette vidéo. Donc, je me limite qu'à un correcteur PI. Donc, une fois que j'ai choisi ça, je vais cliquer sur OK et je vais avoir donc la fenêtre suivante qui va s'ouvrir. Donc, je vais pouvoir régler mon correcteur PI à l'aide des curseurs ici en haut de l'interface. Voilà. Donc à l'aide de ces deux curseurs, donc il y a un premier curseur qui va permettre de régler le temps de réponse et un deuxième curseur qui va régler le comportement transitoire de votre système. Donc en déplaçant mes curseurs ici, voilà, en déplaçant mes curseurs, je viens régler la réponse de mon système. Donc ensuite,
Si je veux voir le réglage obtenu, alors je ne tombe pas sur les mêmes valeurs totalement que j'ai trouvées de façon analytique, mais j'en suis pas loin, puisque vous voyez que j'ai les valeurs du P et du I ici, qui sont assez voisines. En faisant donc, pour voir ça, pardon, il faut cliquer sur Show, ici, hein, paramètres. Donc à ce moment-là, j'ai les différents éléments qui apparaissent de mon correcteur PI et qui me permettent aussi de voir si je respecte mon cahier des charges, puisque j'ai le dépassement ici, vous voyez que j'ai un dépassement de 27,6, donc je suis inférieur à 30%. J'ai l'information sur la marge de... Hop, 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 j'ai perdu ma souris. Voilà, j'ai l'information sur la marge de phase. J'ai l'information sur le temps de montée, sur le temps de réponse, sur la stabilité, etc. etc. Donc, pour ce faire, pour pouvoir afficher, il faut cliquer, là, faire un clic droit et cocher donc, toutes ces cases. Ensuite, si on est satisfait, ben, on va simplement faire un update, d'accord, et bloc. Et si on fait un update bloc, il remet à jour dans votre fichier Simulink les valeurs du correcteur, PID, et comme ça, après, vous pouvez lancer une simulation. Donc, je lance ma simulation. Je fais donc ici un échelon de consignes, voilà, que je vois apparaître ici. Ensuite, au bout de 5, moi je n'ai pas paramétré comme ça, hein, j'ai mis qu'au bout de 5 secondes, il y avait une perturbation. Et je regarde comment répond le système. Vous voyez que là, quand il y a eu le changement de consigne, bon, le système il a répondu correctement. Et là, vous voyez aussi hein, que le système, lorsqu'il y a une perturbation, il répond aussi correctement. Donc au travers de cette vidéo, vous avez pu voir de façon analytique, à travers donc, deux toolbox de MATLAB, comment on pouvait régler donc, un correcteur PI. Je vous remercie de votre attention et je vous dis très bientôt, soit sur la formation Budget 2i de l'UT de l'Indre ou sur la formation Smart Building de Polytech Orléans. Merci.